Bonjour à tous, c'est Pedro, on se trouve pour une nouvelle présentation avec un abonné qui vient nous présenter sa ND. Comment tu vas, Adrien? Ça va très bien et toi? Écoute, nickel. Donc, petite ND un petit peu spéciale, ouais. Puisqu'on a ici une CESA édition. C'est ça. Une édition limitée, il me semble, qui a été produite en France. Alors c'est diffusée. vraiment effectivement réservé à la France, 110 exemplaires. C'est assez marrant, mais finalement c'est des versions basiques qui sont envoyées à la concession. Et ensuite la concession Mazda en France met le petit badge CESA, c'est tout. D'accord, ok. Donc c'est assez original comme configuration, mais elle est pas, on peut la faire basique aussi à la concession. Ok, bah du coup ça je savais pas du tout, parce que moi je pensais comme dit les sièges blancs qu'ils étaient que disponibles sur la CESA. Non, sur le configurateur effectivement on peut déjà avoir les sièges blancs. Ce qui est un peu plus rare c'est d'avoir les jantes BBS, et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Tout simplement parce que sur le site Mazda on peut acheter les BBS à côté, mais c'est pas les mêmes. Elles sont beaucoup moins jolies d'après moi, et ce qui fait que celles-ci se font un peu plus rares. Pour les connaisseurs, c'est les gens de la Homura maintenant. Quelqu'un qui est vraiment passionné, il achète une Kizuna, il achète les BBS et voilà, il a recréé la voiture. Elle n'est pas non plus unique. Ça reste une voiture de base où ils ont mis un logo dessus. D'accord, ok, ça je savais pas du tout. Pour moi c'était vraiment quelque chose d'assez unique. Les BBS, c'est pas celles qui sont aussi sur la 30e anniversaire? Non, les 30e anniversaire c'est des jantes Raze. Et du coup c'est des jantes forgées de Raze, et c'est du 16 pouces alors que là c'est du 17 pouces. Ok, d'accord. Et pareil, les Raze c'est sur la Homura 132 chevaux. Ils l'ont mis vraiment sur la 132. Les BBS là c'est vraiment réservé pour les 2 litres 184 chevaux, ou les 160 sur la First Edition par exemple, elles y sont. Là on est sur le moteur 2 litres 184 chevaux. Vraiment pour moi quasiment indispensable sur la MX5. En 2015 la voiture elle sort avec un 2 litres 160 chevaux. Mais par rapport aux 132 chevaux, il était bien parce qu'il était couplé bas dans les tours, et du coup on n'avait pas besoin de cravacher la voiture. Mais haut dans les tours, c'était pas rageur. Il manquait un petit peu ce petit feeling de la MX5. Et du coup, ce qui fait qu'en 2018-2019, ils ont revu le moteur. Et maintenant, ce qui fait qu'il est très coupleux en bas dans les tours. Bon, très coupleux pour un Atmo. Voilà, pour Mazda. Ouais, pour un Atmo, effectivement. Et par contre, il est super rageur comme le 132 chevaux. Et le 131 chevaux. Et du coup, c'est ce qui rend la voiture hyper intéressante, polyvalente, et consomme moins qu'une 132 chevaux finalement. Moteur parfait pour moi. Mazda, ils ont vraiment réussi sur ce point. D'accord, parce que c'est vrai que moi j'entendais souvent que le 135 était plus rageur que le 2 litres, mais du coup sur le 160, comparé au 160. Là c'est corrigé, et elle n'a rien à envier au 132 chevaux côté rageur. Elle est vraiment, quand on monte dans les tours, c'est une autre voiture, clairement. Ils ont suivi un petit peu le retour des clients, et c'est plutôt cool. Du coup, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Donc en dehors des jantes BBS et de l'intérieur, on voit déjà qu'ici le petit logo. Le petit logo, donc 18 sur 110, donc en fait il y en a vraiment officiellement 110 au monde. Il y en a 110. T'as ramené la petite fiche. Du coup, prix neuf c'était 40 600 € quand même à l'époque. Du coup, elle est de 2021. Et du coup, on a le céleri en cuir Napa blanc. Perforé, mais c'est pas siège ventilé, on m'a déjà posé la question, mais c'est pas ventilé chez Mazda. Je vais montrer en même temps, c'est vrai qu'ils sont un petit peu, ils sont vraiment perforés. On pourrait se poser la question effectivement. Par contre, la surpiqûre elle est vraiment jolie au milieu là. C'est vraiment original, Et par contre, les sièges chez Mazda c'est vraiment leur défaut pour moi. En fait, ici ça s'aligne très vite. Alors faut pas être très large. Moi, j'ai vraiment un siège en bon état pour mes kilomètres. Si on va en concession, les voitures, en fait, les gens vont l'essayer, ils s'assoient dedans. Ils font pas forcément attention. Ils font pas attention, le siège il est dans un mauvais état et la voiture elle a 0 km. Et en fait, il faut faire très gaffe quand on monte dedans et quand on sort, faut vraiment pas plier ça. Et du coup, là en fait, on le voit, j'ai fait un petit voyage et ça s'enfonce hyper facilement. Effectivement, on a des petites traces. Dommage, mais sur le blanc, ça se voit déjà moins. Et moi, c'est ce que je voulais. Au final, sur le noir, en fait, c'est juste horrible. Quand c'est un peu perforé sur du noir, ça se voit tout de suite. Mais du coup, voilà, là ça rend bien. Moi je trouve le mélange de couleurs super joli. Voilà, le bleu et le blanc là cuir comme ça. Blanc ici, d'habitude c'est tout noir. On peut avoir en Alcantara sur certaines versions, mais en fait ça rend l'intérieur un peu fade, un peu triste. Alors que là, avec le bleu nuit
plus le blanc vraiment partout. Ouais. Donc là, même les plastiques, du coup, effectivement, c'est assez rare de retrouver du plastique de couleur. Hein. Par contre, je t'ai coupé, là, effectivement, c'est en cuir. Ok. Là, c'est tout en cuir. C'est assez, comment dire, c'est pas mal pour reposer le coude parce que c'est tout le temps ici. Mais là, c'est en plastique. Ouais. Et je trouve qu'honnêtement, à l'œil nu, ça se voit pas tellement que c'est du plastique. Là-bas, c'est du cuir quand même. C'est du cuir sur Mais la là, porte. effectivement, ouais, c'est joli. Hein. Franchement, ça se mélange bien avec le. Et ça se mélange bien et honnêtement, ça embellit l'habitacle, ça le rend moderne. Et pour moi, je pense que grâce à ça, ça va être un peu intemporel. Et effectivement, je pense dans 5-10 ans, au final, ça sera toujours d'actualité d'après moi. Franchement, moi je vais pas te le cacher, pour moi c'est une des plus belles configurations par exemple, sur la ND. Parce que déjà, j'adore les intérieurs clairs. Ouais, non, mais Je suis pas fan des intérieurs sombres. Ouais. Bon, le mien il est noir et rouge, mais au moins il y a un peu de rouge. Mais moi, c'est ce que je respecte chez les Japonais. Au final, Mazda, Lexus, c'est. Il y a BMW aussi. Mais voilà, faire des intérieurs blancs, il n'y en a pas beaucoup. Et en 2023, moi je dis, c'est juste c'est magnifique. C'est clair. Et ça donne vraiment une touche plus joyeuse à l'intérieur, je trouve. C'est ça. C'est plus reposant. Ouais. Et ça donne un côté un petit peu mobilier, un petit peu cocon, je trouve. C'est ça. On va toujours me dire, effectivement, il faut faire attention. Ça salit vite. Ça salit plus vite. Honnêtement, si on mange pas dedans, il n'y a rien à craindre. Okay. Parce que c'est pas les tapis de sol qui sont blancs ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste les sièges et ça se salit pas vraiment finalement. Tu les nettoies ou tu je les nettoie comme du cuir standard, mais ouais, voilà. Si c'est là, ça demande un petit entretien quand même, comme tous les cuirs quoi. En daily, effectivement, si on va souvent dans la terre ou autre, ça peut salir à terme, mais sur une MX5 c'est bien vu. Ouais, c'est la voiture du week-end quoi. Ouais. On a juste le toit encore qui est en noir. Alors ça se voit pas trop parce qu'effectivement il est bleu nuit, mais toute cette partie là est vraiment noire. Et peint du coup. Ouais, on voit vraiment, c'est pas un sticker, c'est vraiment peint. Ok, ça je l'avais pas remarqué. Les rétros en noir, ça rend bien. Et au final, moi je me demande, parce qu'au final les logos c'est le seul point en chrome. Est-ce qu'il faudrait les passer en noir? Je sais pas. En fait, bleu nuit noir, ça rend bien, mais peut-être pas sur les logos, je sais pas. À l'arrière, c'est aussi métallisé du coup? Ouais, c'est aussi chromé? Ouais. Ouais, écoute, en vrai, pourquoi pas, ça changerait un petit peu, hein. Pourquoi pas en soi. C'est ça que ça pourrait être cool comme modif. Et donc là, on est devant la face avant. Et j'ai remarqué encore une ligne avant quand tu la nettoyais. C'est ça que le capot est assez sculpté. Et on a vraiment un creux. Alors, je sais pas si on le verra vraiment à la caméra, mais on a un petit creux, un petit renfoncement vraiment juste ici. Et je trouve que ça donne un peu d'agressivité encore. C'est vrai qu'elle est vraiment assez agressive quand même hein, pour une petite voiture. Ouais. Avec ses petits feux, etc. Et je la trouve vraiment très très sympa. Je pense qu'elle est un peu inspirée de la S2000 sur certains points. Les ailes. Là, c'est quasiment, c'est pas plat, mais c'est vachement, comment dire. Ouais, les formes ressemblent un peu à la S2000 et c'est un petit peu plus large ici. C'est ce que j'aime bien dans la voiture. Au final, on me dit souvent, elle fait un peu féminine, mais avec les jantes BBS, la couleur, la configuration, elle fait un petit peu plus agressive, mais on a toujours ce côté gentil, agréable de la MX5 et c'est juste pour moi effectivement la config parfaite dans ce sens-là. Moi je trouve qu'elle fait plutôt masculine du coup, personnellement, enfin du moins cette configuration-là. On me dit les deux. Honnêtement, on m'a déjà dit c'est une voiture de fille, on me le dit. Voiture de coiffeur quoi, voilà. Ça on l'entend tout le temps. Mais, quand je vais voir les grands-parents à chaque fois, voilà, un peu féminine la voiture, il y a des BBS. Quand même, non. Non mais je vois ce que tu veux dire, effectivement, c'est le côté petit cabriolet. Ça. Mais là dans cette config-là, je trouve qu'elle fait très classe. Oui, il y a un petit côté élégant, effectivement. Elle a une modification, c'est les cales, qui change vraiment la gueule de la voiture. Alors là, on se rend pas compte sur l'avant comme la roue est tournée, mais à l'arrière, effectivement, on a des cales. Là, vous pouvez les apercevoir. T'as mis du combien du coup de 1,5 cm à l'avant et 2 cm à l'arrière. Ok. Donc c'est ce qui est préconisé par Mazda. Hein. J'ai vraiment fait ça chez Mazda France. Ok. C'est eux qui me l'ont installé, ouais. D'accord, ça je savais pas du tout. Ouais. Parce que généralement c'est homologué, on change pas trop. J'ai une facture Mazda et en fait, il y a des concessions qui le font de série sur tous leurs véhicules sortis de concessions en neuf. Ok. Comment ça peut voir, on va vite finir le tour. Effectivement, du coup, à l'arrière, ça élargit pas mal les voies et ça lui donne vraiment un arrière assez sympa. Hein. Là, t'as l'échappement d'origine, tu m'as dit que tu voulais le changer avant. Ouais, à voir ce qui peut être fait. C'est vrai que la sonorité, elle est bien haut dans les tours. Il y a vraiment deux voitures, mais bas dans les tours, sans faire le kéké tous les jours, finalement, on n'entend pas de moteur. Et surtout quand on est en cabriolet, on entend surtout le vent. Et au final, j'ai pas l'impression d'avoir un moteur avec moi. Je roule juste, j'entends du vent et c'est ce qui est un peu dommage. Okay, ouais. Et d'avoir une petite sonorité derrière,
alors que là actuellement j'ai que devant. Voilà, ça peut me changer l'expérience, je pense. Ouais, il manque un petit truc d'entendre du son derrière et pas forcément devant. J'ai quand même un 2 litres 184 chevaux, je sais que c'est pas grand chose, mais l'entendre ça pourrait être un peu cool. Bah écoute, je vais pas te cacher que c'est vraiment un bon point à faire, hein. Moi je l'ai modifié. Alors ça reste assez discret, ça fait pas trop de bruit non plus, je sais pas si voilà, après, non, je l'entendais pas honnêtement, les fenêtres fermées, j'entendais mais pas. Mais toi de l'intérieur, bah tu kiffes, donc c'est bien. Ouais, et du coup, tu parlais de cabriolet, alors c'est un cabriolet un petit peu spécial vu que c'est au final un Targa, en quelque sorte, un petit peu. J'ai envie de dire Targa, mais c'est pas la vraie définition, c'est Retractable Fastback, comment ils l'appellent. Ouais. Mais effectivement, ça fait esprit de la Targa dans le sens où on enlève vraiment que cette partie. Et on a encore une gueule de dingue finalement quand le cabriolet est ouvert. On a encore toute cette partie qui reste fixe. Et la voiture, elle a une sacrée tête, effectivement, même en cabriolet. Mais par contre, l'expérience en cabriolet, bon, c'est mon premier cabriolet, je n'ai pas forcément de comparatif, mais moi je suis assez grand, je suis 1m83, mais voilà, j'ai les cheveux au vent, si j'ai pas de bonnet, je caille sa mère. Je suis totalement d'accord, dans la NB c'est pareil, hein. Par contre dans la NC c'était pas le cas. Ça m'a étonné d'ailleurs, du coup je vais voir avec celle-ci, mais la NB c'est pareil, hein. Moi je suis aussi assez grand, je suis même un peu plus grand que toi. Peut-être un peu plus grand. Pour une voiture, au final, le cabriolet, je crois que c'est peut-être en 10 secondes que je décapote. Ok, donc ça reste assez rapide. Moi qui fais beaucoup d'autoroutes, je décapote jamais. Parce que sur l'autoroute, ça fait aucun sens, c'est horrible. Et en plus, si je stresse à chaque fois que je me dis purée, là j'arrive bientôt sur une autoroute, quand est-ce que je vais décapoter, c'est compliqué. Du coup, au final, je le fais jamais. On va rentrer à l'intérieur et c'est vrai que même d'ici, c'est très clair et franchement, c'est vraiment sympa. Alors, il fait pas très beau, comme vous pouvez le voir, il pleut, mais ça reste assez lumineux. Je vais m'installer à bord et donc tout de suite, c'est vrai qu'on se retrouve dans un petit cocon un petit peu renfermé quand on est capoté. C'est un esprit que j'adore déjà avec la MX5. Donc, on retrouve le blanc. Juste ici. Petit mini cuir, mais visuellement c'est réussi. Tant qu'on touche pas dessus. On a la petite surpiqûre et tout. Effectivement, les portes, c'est un bon point sur la MX5. Bon, l'effet carbone, c'est pas le meilleur truc. J'ai le même truc sur la Giulietta d'origine. Voilà, ça se voit même pas trop. Mais effectivement, on se sent un peu enfermé, mais pas claustro. Je suis assez claustro. Mais là en fait on a juste l'impression de faire corps avec la voiture et c'est ce qu'ils ont cherché à faire et finalement c'est bien fait. Tout tombe sur la main, en fait, la boîte de vitesse, un tout petit levier très pratique, voilà, tout petit levier, c'est top, mais c'est super à prendre en main, super à passer la vitesse. Petite anecdote, le frein à main, en fait les gens n'aiment pas trop parce qu'ils trouvent qu'il est mal placé, mais c'est tout simple, c'est parce que les fêtes au Japon, et au Japon, les volants sont à droite. Et le frein à main ne bouge pas de place. Il reste là quand le volant est à droite. Et du coup, pour eux, en fait, il est beaucoup plus proche. Et c'est la différence du coup entre une RHD et une LHD. Volant à droite, volant à gauche. Personnellement, je préfère qu'il soit de ce côté-là. Moi aussi, je préfère, mais on me fait souvent la remarque. Sinon, tu l'as là quand tu passes les vitesses et tout. Effectivement, je me dirais que c'est un peu gênant. Mais après, voilà, comment dire, il est baissé. Il est vachement bas au final. Mais sur une volant à droite, il sera beaucoup plus proche du conducteur. C'est assez simple au final de l'infotainment de la voiture. L'écran est tactile. On va juste l'allumer. L'écran est tactile, mais que à l'arrêt. C'est-à-dire que si on s'arrête au stop, effectivement, on va pouvoir appuyer sur l'écran. Sinon, effectivement, en déplacement, quand la voiture est en déplacement, il faudra toujours gérer avec la molette. C'est la sécurité typique Mazda. Bon, honnêtement, ça fait le travail. C'est une habitude à prendre, quoi. C'est une habitude à prendre et surtout, on va le voir, il y a Apple CarPlay sans fil et honnêtement, CarPlay c'est assez simple d'utilisation, même avec ça. Si on a des favoris sur Waze, honnêtement, en 3 clics, voilà, on a tout trouvé. Et on a des petits raccourcis, voilà, musique, home et navigation, ça fonctionne avec CarPlay. Donc au final, j'ai même pas besoin d'aller dans les menus, j'appuie juste sur mes boutons et ça va déjà dans les menus CarPlay. Ça c'est top, ça c'est déjà le matin, t'appuies sur navigation, il y a le Waze qui se lance. Il y a le Waze qui se lance. Et ça c'est top. Et là, la musique, j'ai Apple Music qui se lance. Franchement, ça c'est pas mal. Et honnêtement, j'avais pas ça sur les 208 par exemple. C'est la première fois que je vois ça, par exemple. C'est bien pensé. Apple, je l'ai, donc les boutons là fonctionnent vraiment. Honnêtement, il fallait que ça arrive pendant la vidéo, ça a jamais déconné. Mais voilà, honnêtement. Voilà. Ouais, et puis c'est un petit écran, mais ça fait l'affaire comme par rapport à la taille de la voiture. Au final, on n'a pas vraiment besoin de plus, quoi. Donc là, t'appuies, paf, t'as Waze. Voilà. Non, ça c'est top. Et là, si j'appuie sur Home, j'ai juste le menu que je mets tout le temps avec ma musique et Waze.
Honnêtement, c'est petit, mais c'est tellement bien fait CarPlay que ça suffit largement. On a les directions, je me trompe jamais. La voiture est bien foutue pour ça. Bah ouais, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Alors je pense que ça existe chez d'autres constructeurs, mais non. Ouais, j'en vois pas chez d'autres, mais effectivement, c'est bien pensé, c'est bien japonais ça. Ouais, c'est bien japonais. Et du coup, effectivement, le CarPlay fonctionne quand même avec le câble. Mais puis voilà, j'ai les sièges chauffants. Alors, j'ai pas la nuque chauffante. Ok, c'est possible en option du coup, je pense. Non. Même pas. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est assez courant sur les cabriolets, mais qui n'est pas sur la MX-5 et je trouve ça assez dommage. Par contre, on a des haut-parleurs. Ouais. Alors, on a un système Bose et à noter que les haut-parleurs ne fonctionnent que quand on est en cabriolet. Ok. C'est à du Bose, mais c'est pas une qualité dingue. D'accord. C'est pour ça qu'ils le mettent qu'en cabriolet. C'est pour qu'on entende effectivement mieux et avec le bruit de vent, au final, on n'entend pas que c'est de moins bonne qualité. Mais ça fonctionne aussi quand on est au téléphone. Le son du téléphone vient de là. Du coup, on a l'impression que c'est quelqu'un derrière nous qui nous parle. Alors, je me suis déjà fait avoir et j'ai regardé derrière moi qui c'est qui me parle. C'est vraiment perturbant. Mais voilà à quoi ça sert. C'est vraiment qu'un cabriolet. Ok, c'est un peu bizarre, mais. C'est un peu bizarre leur système, mais honnêtement, ça suffit largement. En fait, on est vraiment dans une petite cabine. Ouais. Du coup, le son, il n'y a pas besoin d'être fort. Et on a juste deux haut-parleurs en bas. Ouais, on en a 4, on en a quand même là-haut. Les retours, enfin les aigus là. Ça suffit largement. Okay. La cabine est toute petite, ça marche super bien. C'est comme la clim, je dis toujours il fait vite froid ou vite chaud. Ouais. Parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup à réchauffer, il n'y a pas beaucoup à refroidir. Du coup, ça, c'est facile à vivre comme voiture, honnêtement. Ok, donc ouais, au quotidien c'est faisable quoi. S'il n'y a pas besoin de beaucoup de place, si on n'est pas à 4, si on n'a pas de famille. Ouais, on va pouvoir voir le coffre. Ouais, on verra ça après. Effectivement, en termes de rangement. En termes de rangement, le téléphone, si on a 2 téléphones, je sais pas où les mettre. Parce qu'effectivement, moi je mets mon téléphone ici. Ok. Et encore quand j'accélère, il se barre. Et le téléphone de ma compagne, par exemple, je sais pas où le mettre. Voilà. Ça se casse la gueule. Mais effectivement, après, j'ai une petite boîte à gants qui se ferme à clé. Ok. Où je peux pas je peux mettre mes petits trucs, mon petit disque bleu, mais voilà, je peux pas mettre grand chose non plus. Et du coup, il y a les porte-gobelets. Les porte-gobelets, du coup, on peut les mettre ou les enlever. Du coup, j'en ai 2. Et je peux aussi le mettre ici. Voilà. Okay. Pour le passager, s'il a assez de place, parce que c'est déjà assez serré. C'est déjà un peu serré, effectivement, parce que là, on a, je pense, qu'il y a la boîte, du coup, qui prend pas mal de place ici. Ouais. Mais non, mais je le répète, la NB, c'est la meilleure quand même en termes d'habitacle. Alors, à noter qu'effectivement, pour un grand passager, il va avoir les genoux pliés tout le temps. Par contre, en conducteur, c'est un peu plus profond du fait des pédales. Et du coup, moi, je suis très très bien. Et même, autant sous plafond, ça va dépendre des gens à chaque fois, comme toujours. Mais 1m83, facile. Honnêtement, facile. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 1m90 facile. Le cabriolet, ça va être gênant pour tout le monde. Mais parce que même là, je vois qu'effectivement, là, droit, on a la tête dehors, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et on s'en rend compte là. On aura toujours le même souci, je pense que c'est dans toutes les MX-5, mais avec un casque, pour circuit, il faut décapoter. En fait, le circuit accepte. Ouais, c'est ça le problème aussi. En fait, j'ai déjà essayé avec le casque et effectivement, il faut que je me plie. Et du coup, pour conduire, t'es pas je suis pas à l'aise. À un moment donné, il faut être à l'aise sur circuit. Avec le casque, c'est bloquant. On va quand même rapidement parler du coffre, même si on sait que c'est un petit peu petit. Ouais. Mais écoute, je te laisse l'ouvrir du coup. Oui, alors pour l'ouvrir, ça se passe juste au-dessus de la plaque, au-dessus du département du coup. Il y a un c'est pas le meilleur endroit parce que je trouve que c'est souvent sale. Ça va honnêtement. C'est pas énorme, je connais pas la taille en litres exactement, mais si on a des sacs souples, on peut quand même rentrer pas mal de choses parce qu'effectivement c'est assez, ça va vachement dans les coins. Ouais. Et du coup effectivement on a déjà mis trois gros sacs souples, vraiment ça a écrasé, ça rentre quand même. Pour moi c'est quand même plus grand que les anciennes MX5. Et à noter, il n'est pas plus petit en toit dur, en RF. C'est vraiment le ST, toit souple et RF, ils ont le même coffre tous les deux. Ouais, donc ça c'est bien quoi. Au moins tu perds pas de place. Parce que c'est vrai que du coup il y a un mécanisme et tout, on verra ça juste après. Mais on perd pas de place. Et du coup voilà, on a le petit truc de Mazda qui m'ont offert du coup quand j'ai acheté la voiture. Donc c'est des petits trucs pour nettoyer la voiture. Et pour montrer la petite boîte de la MX5 Cesa.
Du coup, c'était vraiment juste pour montrer la clé. Ok, ouais, donc t'as la clé. Je vais montrer la clé, mais du coup, la clé est sympa. En phase 2, elle a changé. Ok. Du coup, la phase 1, elles ont encore les anciennes clés. Du coup, là, ça a changé. Et du coup, avec le petit porte-clés CESA 18 sur 110. Ouais, c'est sympa, ça fait un petit rappel, quoi. Honnêtement, il y a des séries limitées qui sont bien faites. Par exemple, à 30e anniversaire, il y a une montre qui est livrée avec. Une montre Seiko. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, sympa. Et donc, du coup, elle est aussi orange comme la voiture. Donc voilà, là j'ai une petite clé, mais c'est une édition française, je vais pas m'en plaindre. Ouais. Mais c'est toujours ça de prix. Oui, il y a toujours la passion de la MX5, c'est vraiment génial. Et du coup, le toit, ouais, on va décapoter. Exactement, on va voir la cinématique parce que du coup, tu m'as dit que la partie arrière se lève. Tu vas le voir. Démarrer pour l'ouvrir. On entend un petit peu le bruit aussi au passage. Ok. Ah ouais, effectivement, l'espace il est tout petit quoi. Ça suffit, ok. Ouais. Putain, nickel en fait. Et la vitre, elle est. Ah bah oui, forcément. Ah ok, la vitre. Elle est partie. Elle est sur le. D'accord, ok. Parce que je me demandais justement si tu pouvais la baisser ou pas. Comme une vitre électrique. C'est vraiment à l'intérieur. Mais c'est vraiment. Et du coup, ça, c'est ce qui est déjà à l'intérieur de base. Ouais, il y a le pare-vent quoi. Et moi, ce que j'aime bien aussi avec la RF, donc la toit dure, comparé à la ST, la toit souple. En fait, la toit souple, quand la capote est fermée, derrière les sièges, il y a un gros trou. Et je trouve que ça fait un peu brut. En fait, on voit vraiment l'intérieur de la voiture. Alors que moi, quand c'est fermé, tout simplement, c'est clean, quoi. Ça fait couper. C'est bien fini. Ouais, c'est super bien fini. Honnêtement, pour la différence de prix, il n'y a pas photo. Faut prendre la RF. Et ben ouais, ce qui est bien, c'est que tu as quand même l'espace là ouvert. Comme ça, tu entends l'échappement, etc. Ouais. Après, on va toujours me dire, RF, il y a plus de poids. Ça rajoute 100 kg. Ah oui, quand même, ouais. Mais ça se sent pas, les suspensions elles sont un peu rigidifiées pour compenser. Toujours le fun de la voiture. Le look est quand même vraiment top. Bah ça change, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là en fait. Moi j'ai pas acheté la MX5 parce que c'est un cabriolet. J'ai acheté un MX5 parce que c'est la passion. On se dit salut avec tous les autres, avec tous les passionnés. Tu vois, on est venu jusqu'ici. C'est une propulsion, c'est léger. Et ça reste une boîte manu, ça consomme pas, c'est assez polyvalent, c'est confortable et pourtant on s'amuse bien. Voilà, et pour moi elle répond à tout ça, mais j'ai pas acheté parce que c'est un cabriolet, ça pourrait être un coupé, je l'aurais acheté en coupé. Ok. Et du coup c'est ce qui fait qu'avec le toit dur, elle répond à un besoin comme le mien et qui fait que finalement il y a des gens qui vont l'acheter comme ça. Après je comprends le toit souple, c'est vraiment l'original, mais moi ça m'attire pas plus que ça. Ok, bon voilà, au moins c'est clair. Ouais. Et moi c'est vrai que c'est plus pour le cabriolet. Et en vrai c'est quand même plus agréable en daily je pense, même en hiver etc. D'avoir un toit dur. Finalement le toit souple, c'est dur à nettoyer. C'est pas juste un carouage, il y aura toujours des taches à sécher, c'est difficile. Si je me fais un petit peu rayer, je fais un coup de polish et c'est fini, ça reste de la carrosserie finalement. Et c'est une voiture un peu plus standard. Sur ce point c'est beaucoup mieux, été, hiver, daily. Est-ce que ça fait moins de bruit? Je sais pas. Je pense quand même en soi, mais honnêtement la voiture fait pas de bruit sur autoroute. Moi c'est très très vivable au jour le jour. La musique je l'entends bien, je peux m'entendre parler. Honnêtement ça j'ai pas de comparatif sur ce point avec la ST. C'est les goûts et couleurs. Est-ce qu'on aime bien la ligne coupée? Est-ce qu'on aime le toit souple? Je pense qu'elle va plus se jouer sur effectivement la ligne. Qu'est-ce que les gens préfèrent? Exactement. Mais c'est vrai qu'on en voit aussi un peu moins quoi. Ouais. Donc moi j'aime bien parce que ça change. Ouais. Par contre maintenant j'ai une question, la CESA elle est que sortie sur la RF ou pas? Ouais, c'est vraiment que cette version. Il y a que, elles sont toutes identiques. Ça sera toujours des Deep Blue, Crystal Blue, la couleur. Et ça sera toujours des BBS, ça sera toujours intérieur blanc, toujours biton noir. Il y a vraiment que ça. D'ailleurs la RF est sortie un peu après la version de base, 2 ans après je crois. Et en 160 au début. Du coup, ils ont compris que ça marchait bien et maintenant, elle est en 132, elle est en 184, elle est en version normale. C'est finalement, pour moi, la voiture idéale, elle est là. Du coup, on a mis les bonnets parce que décapoter, effectivement, c'est un petit peu limite. Donc, on a sorti le petit bonnet. On est quoi? On est le 3 ou 4 novembre là. Ouais. Donc, on a eu un octobre chaud, mais là, il commence vraiment à faire froid. Du coup, premières impressions, effectivement, l'embrayage déjà il est super vraiment, il est super souple, il est simple d'utilisation, la boîte, c'est déjà un plaisir, mais ça je le savais. Ouais. Toutes les boîtes Mazda là, c'est idéal.
Ils l'ont gardé, ils ont réussi à faire quelque chose de propre. Oh, t'as le volant super haut, j'ai l'impression. Alors, à noter sur les phases 1, tu peux que le lever ou que tu peux que tirer, un des deux. Mais sur la phase 2, du coup, ils ont corrigé, tu peux lever et tirer. Et moi, c'est ma configuration, donc t'as pas trop changé. Je vais pas la toucher, je vais laisser ça comme ça. Ah ouais, non, mais c'est... En daily, je pense que c'est top. Hein. Et alors, pour avoir conduit une NA, ouais. Le feeling du volant, c'est exactement le même. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment la même chose. Et des conducteurs de NA me disent pareil, quand ils essayent la ND, ils me disent c'est vraiment le même feeling. Ok. Jamais conduit du NA du coup. Ce truc un peu léger, mais en même temps on sent énormément la route. Et on sait sur quoi on roule. Et effectivement, c'est vraiment comme la NA. Et une voiture aussi récente qui ressemble à une voiture des années 90, c'est que positif. C'est que positif. Respect. Franchement, respect à Mazda. Une petite quatrième à 40 là, ça passe bien. Elle pense sous régime, franchement, déjà du couple. Les rapports sont hyper grands, mais commencent bas. Dans le sens où je peux mettre la 6 à 50. C'est pour ça que la voiture consomme rien. Je sais pas si on l'a dit, mais effectivement, j'ai 6,4 litres de moyenne. Rien du tout. C'est rien du tout pour une sportive. Pour une sportive, 2 litres essence. Allez, dans la gamme de prix, dans ce style, on va avoir la S2000 qui est plus puissante, mais ça a les mêmes performances. La S2000, ça fait environ 10 litres au 100, tu vois. Ouais, j'en ai pas eu, mais ça consomme. Il n'y a pas de concurrent de voiture qui coûte aussi peu en essence et qui procure autant de plaisir. Et en entretien aussi. En entretien, c'est hyper fiable. La voiture, pour moi, elle est encore garantie. Coût d'achat, c'est acceptable. Effectivement, c'est un petit prix, mais c'est acceptable pour ce que ça procure. C'est encore acceptable malgré le malus en plus. Malgré le malus, on a quand même 2000 € de malus sur ces voitures. Par contre, le volant, je le trouve un poil grand. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est justement trop haut? Ouais. Je le trouve, il est plus grand que le mien, du coup, il me paraît super. Le diamètre, il me paraît super grand. Écoute, je viens d'une Peugeot 208 et pour moi, il me paraît pas grand, donc je pense que c'est subjectif. C'est peut-être moi, mais c'est peut-être le réglage du volant aussi. Ouais, c'est le réglage du volant, je pense. Bon, là, tu pars en 4. Ouais, mais il y a du coup. Il y a du coup. Non, mais franchement, t'as quand même le plaisir du cab en soi. T'as quand même le bruit extérieur. Voilà, il y a un peu de vent. J'espère qu'on nous entend bien d'ailleurs. Ouais. Mais beaucoup de bruit de vent quand même, je trouve. Ouais. En fait, je pense que ça s'engouffre là-dedans. Ouais, c'est ça. Du coup, ça. C'est les défauts de l'ARF. Ouais. Mais ça reste plaisant. On a quand même un peu les cheveux au vent, même si là on a le bonnet. Ouais, on a le bonnet. C'est indispensable, vraiment le bonnet. Il y a l'esprit, quoi. Je suis d'accord. Mais avec un pot d'échappement, où t'entends quand c'est décapoté, la voiture est parfaite. Ouais, une petite boîte 6 en plus. Là, non, franchement, c'est super doux à conduire. Ouais, c'est super doux. Ouais. La voiture est confortable, vraiment pour un voyage. Je trouve que la voiture, c'est le confort d'une citadine pour moi. Ouais. Il y a vraiment pas de. Les bosses, on les sent pas. Si je prends un Dodan, je les prends comme une voiture normale finalement, parce qu'elle est même pas trop rabaissée. Et vraiment, c'est voiture idéale pour tous les jours ou comment dire. Effectivement, il y a des voitures, on va peut-être prendre une Clio RS, une GTI. Ouais. Bah, en fait, finalement, pour juste aller voir la famille, c'est peut-être un petit peu dur. Suspension un peu dure, c'est un peu. Ça fait un peu circuit. Alors que là, en fait, on a juste à profiter. Même les petits trajets, ça devient un plaisir finalement. Bah là, tout doucement, je t'avoue que je commence à tomber un petit peu amoureux là. Ouais. Pourtant, je roule tranquille, mais juste même à rouler soft, tu verras que la mienne c'est beaucoup plus. C'est plus ancien aussi, c'est forcément. C'est plus ancien, oui, c'est plus brut. Mais là, je vois vraiment le step-up entre la NC et la ND. Ouais, il y a un en termes de confort, même de finition en soi. Faire le retour un petit peu plus dynamique. Ouais. Je vais pas tester le talon pointe, mais je sais pas si t'en fais toi. Non, j'en fais pas. Bon. Je m'invente pas une vie, effectivement, je sais pas encore trop faire. Je sais pas. Moi, je le fais de temps en temps parce que voilà, en conduite un peu plus sportive. Mais il me semble que c'est quand même bien placé au niveau des pédales. Par contre, du coup, c'est comme chez BM, du coup, t'as le. Ouais, c'est fixe en bas quoi. C'est fixe en bas, c'est posé. Ouais. Pour moi, c'était que les boîtes auto qui avaient ça, mais finalement, c'est faisable aussi sur une boîte manuelle. Honnêtement, en ressenti, je le sens pas. J'ai pas l'impression d'avoir une différence avec une pédale normale. Ça fait plaisir. Ça marche, je crois. sympa, hein. Ouais, c'est sympa, hein. Ça a des performances de
Mais non, mais c'est excellent. Hein. Par contre, la direction est un peu moins directe, j'ai l'impression. Ouais, c'est c'est assez souple. Ouais. Alors c'est précis, hein. Ouais. Mais il faut plus d'angle pour tourner que sur la NB. Et non, franchement, c'est... Ça vaut combien ça sur le marché là? Celle-là, sur le marché, c'est environ 35 000. Ok, ouais, les César quoi. Les César. Une 184, ça va commencer à 28 000, 29 000. Ok, ouais, ça va encore. Mais pour moi, c'est indispensable d'avoir une 184. Ouais. Comment dire? Si on est un peu âgé et qu'on s'en fout du côté sportif, 132 ça suffira. Mais si on est un peu jeune, un peu dynamique, le 184 il est pas trop rapide, on n'est pas trop vite dans l'excès, mais ça répond tellement aux besoins de de kiffer la petite accélération, mais pas trop quoi. En fait c'est juste parfait pour les débutants de sportives. Et si vous venez du RS, une GTI, je pense jusqu'à une Mégane RS, bah, c'est pas choquant, les performances elles sont vraiment suffisantes. Bah, c'est plus léger, puis on est assis assez bas aussi, donc forcément on a aussi plus d'impression de vitesse. On est assis sur les roues arrière alors, au final, hein, donc, Et puis là, comme dit, je roule tranquille, mais je pense que quand tu la connais et que tu roules un petit peu plus dynamiquement en col ou quoi, c'est ça. Je pense que c'est un bon outil aussi quoi. Même alors, sur circuit. Il y a vraiment, quand elle est froide, dans le sens où les pneus sont froids, elle tient pas la route. Parce que là, il y a des Bridgestone Potenza. Et par contre, effectivement, quand on commence un peu dans les virages et l'école, les pneus commencent à chauffer et là, il y a une autre voiture. C'est vraiment une machine de guerre. Elle avale tous les virages, mais hyper facilement. Il faut juste chauffer les pneus. C'est-à-dire que le premier virage dans un col, il faut faire hyper gaffe. Parce que on sait pas, on sait pas comment va réagir la voiture. Et pareil, quand la route est un petit peu mouillée, elle glisse. Elle glisse beaucoup. L'ABS a toujours rattrapé jusqu'à là. Jusque là. Mais effectivement, ça surprend un petit peu quand on est en travers après un rond-point et que tout le monde te regarde bizarrement parce que tu passes pour le kéké mais t'as même pas fait exprès quoi. Ouais, donc c'est ça, je vois. Ouais, bah après t'as quand même plus de 180 chevaux à l'arrière. Après, on peut rouler safe. Au final, si on prend tous les ronds-points en 3 ou en 4, on n'aura jamais de problème. Pour moi, la 4 sert presque à rien sur la voiture parce que la 5 fera le même taf. Et comment dire, la 3 on monte déjà à 120, 130 avec. La 4 elle sert à rien. Pour moi la 4 sert à rien. Ils auraient peut-être dû étager un petit peu mieux. Mais du coup on fait tout en 5 ou en 6. Même la 5 je trouve qu'elle est un peu inutile dans le sens où sur autoroute la 6 moi je suis à 100, je repars en 6 et la voiture vraiment elle a assez de couple quoi. Ouais, elle a assez de couple. C'est vrai que même là j'étais à quasi 1000 tours, j'appuie un peu et puis ça repart quoi. Tu verras après avec la mienne c'est pas du tout ça quoi. Ouais mais c'est clair, j'adore les moteurs Atmo, effectivement, le son et tout, mais ça a quand même ses défauts, et là, il n'y a pas de défaut. À 2000, tu sens déjà que ça vient. Sur la 132 chevaux, je sentais que je devais tout le temps appuyer, tout le temps. Et en fait, je trouvais que ça devenait fatigant de cravacher, d'entendre ce moteur hurler tout le temps dans les villages, alors que là, je peux rouler tranquille à 2000 tours et je suis pas là, en fait, j'avance bien. Non, mais en tout cas, je suis presque conquis là. Je lâcherai pas ma NB, mais en daily, en vrai, ça pourrait être sympa. Et par contre, effectivement, je retrouve ce que tu disais, où là, en conducteur, on est beaucoup mieux installé que côté passager. Il y a beaucoup plus de place, c'est beaucoup mieux. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, s'il y a d'autres questions, je serais ravi d'y répondre en commentaire. Voilà, n'hésitez pas, je me suis beaucoup renseigné sur la voiture et si jamais vous souhaitez acheter une neuve, attendez 2024 parce qu'il y a le restylage du coup. Là, comment dire ça, c'est une ND2 pour la phase 2 et il y a la phase 3 qui sort en 2024 et il y a vraiment beaucoup de changements. Donc pour le même prix, il faudra acheter une 2024 sans hésiter. Voilà, pour la petite info. Voilà, si on achète en neuf, effectivement, et sur le marché de l'occasion, ça reste encore assez raisonnable. C'est complètement raisonnable. Entre 20 et 30 sur les premiers modèles, quoi. Même en 132, je parle. Oui, en 132. Franchement, si le 132 vous l'aimez, c'est hyper abordable. 160 à éviter. Pour moi, la voiture ne correspond pas à Mazda, dans le sens où ils l'ont vite corrigé. Le moteur a fait 2 ans. Et ils l'ont corrigé parce que tout simplement il n'est pas rageur haut dans les tours, alors que c'est la base de la MX5, c'est de gueuler en fait, d'aller haut dans les tours, et ce que ne fait pas la 160 chevaux.
Par contre 131, 132 le fera parfaitement. Mais voilà, c'est 132, 131 ou 184, mais jamais le 160. Ok, bon bah voilà, comme ça vous avez toutes les infos concernant les motorisations. En tout cas, bah, merci à toi d'être venu nous présenter ta petite ND. Ouais, petit bébé. Franchement, c'est une belle configuration que tu as là et fais-toi plaisir encore, longtemps avec. J'ai cru comprendre que tu voulais la garder longtemps. Ouais, donc, la rouler, surtout en profiter. Je suis de la team de rouler sa voiture. C'est peut-être une édition limitée, mais je compte pas la garder en collection. J'ai déjà fait 15 000 km avec, donc voilà. C'est en profiter. Exactement, c'est fait pour aussi les Ioniq 5. Si cette présentation vous a plu, je vous invite à l'aimer et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a plein d'essais qui arrivent prochainement, notamment une autre petite sportive, sauf si elle est déjà sortie avant, la Swift Sport, je sais plus trop, je verrai quand je sors ça. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, c'est l'endroit où il y a quelques petites stories en avant-première, comme ça vous pouvez voir ce qui arrive sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, allez, salut!